10 tonnes d'acier, 2 miles de chaîne. L'Elimination Chamber a fait du dégât ce week-end. Et puis c'était un putain de show. Bienvenue tout le monde, c'est la review de Sam the Man pour l'Elimination Chamber qui a eu lieu ce week-end à Corpus Christi, au Texas, à l'American Bank Center. Et je deviens fou, et puis c'était trop bien. C'était trop bien, faut que je vous parle du show. Alors, je vais commencer comme ça directement. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. J'ai pas envie de parler des autres vidéos que je suis en train de faire, des idées. J'ai des idées, mais vous verrez bien quand ça sortira. Je vais tout de suite vous parler de la review de l'Elimination Chamber parce que il y a beaucoup de choses à dire. J'ai pris pas mal de notes, sauf pour le dernier match. Je vous expliquerai pourquoi. Je vais vous parler du kick-off déjà pour commencer. Alors le kick-off, on a eu, comme d'habitude, là je vous ai mis l'image avec Corey Graves, Renee Young, Booker T et Byron Saxton. Très rapidement dans le show, on a eu un petit un petit rendez-vous entre New Day et Kane. Kane a accordé à New Day le fait qu'il puisse catcher à 3 dans l'Elimination Chamber. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste Biggie et Kofi Kingston, Xavier Woods serait aussi autorisé à entrer dans la cage. Et donc voilà, c'est un remerciement de la part de l'autorité car The New Day s'est un petit peu allié avec l'autorité à SmackDown juste avant le show jeudi dernier. Voilà, putain de vent de merde. Après, on a eu un match qui a été programmé au tout dernier moment pour alimenter un petit peu le kick-off. Attention, un match de dingue, préparez-vous, un main event de fou. Zack Ryder contre Stardust, ça vend du rêve, hein, c'est un truc de fou. Ah mon dieu, j'étais tellement heureux. Un match ultra standard avec du bon, du moins bon. Les gens, ils ont pas spécialement réagi et on a vu bien meilleur kick-off que ça. Vivement l'interview de Daniel Bryan, c'est ce que je me suis dit sur le moment. Voilà, le match a duré 6 minutes et j'ai mis 2,5 sur 5, pas plus, parce que voilà, c'était... ils ont fait leur taf sur le ring, mais après voilà, c'est Zack Ryder et Stardust, quoi. Je veux dire, les gens s'en foutent, et puis... voilà, c'est pas méchant ce que je dis envers eux, mais c'est... Il y a plus vendeur pour un début de kick-off, il y a bien plus vendeur, donc c'est ça que j'ai trouvé dommage. Après, donc on a... une section qui est arrivée pour la première fois à Extreme Rules. Et en fait, pendant le pré-show, on demande aux gens qui regardent le pré-show d'envoyer des questions sur Twitter pour une personne qui sera interviewée par Tom Phillips en backstage. Et donc là, à Elimination Chamber, c'était Lana. Donc on lui a demandé, en gros les gens lui ont demandé pourquoi, comment elle se sentait une fois qu'elle était séparée de Rusev, est-ce que ça lui faisait d'être libre, ce qui se passe avec Dolph Ziggler. Elle a dit que Dolph Ziggler lui montrait les selfies et Snapchat, c'était bien sympathique. Et après ça, le moment que j'attendais dans le kick-off, c'était l'interview de Daniel Bryan dans Miz TV. C'est Summer Rae qui était sur scène sur le ring pour présenter le Miz qui arrive. Alors le Miz est arrivé avec des fringues, mais alors... Je vous laisse l'image, mais c'est invraisemblable, quoi. Je veux dire, je savais même pas que ça se vendait, ce genre de saloperie là. Bref. Donc Daniel Bryan est arrivé juste après. Le Miz a commencé en parlant et en disant qu'il était fier et qu'il se sentait fier et responsable un petit peu de la star que Daniel Bryan est devenu. Parce que le Miz était donc le pro de Daniel Bryan à NXT il y a 5 ans. Et donc le Miz pense que c'est grâce à lui que Daniel Bryan en est là. Il dit que sa carrière est terminée, mais il le dit pas comme ça, mais il dit c'est vraiment dommage que ta carrière soit terminée. Et Daniel Bryan dit tu dis des conneries, ma carrière elle est pas du tout terminée. Ensuite donc du coup Miz rétorque qui dit qu'il peut aider Daniel Bryan avec lancer sa carrière avec l'argent et tout. Il a même dit tu devrais te mettre du maquillage pour souligner tes yeux, ça se voit bien. Enfin bref, bien sympathique. Daniel Bryan commence à être exaspéré et il descend totalement en Miz TV. Et il dit que c'est ennuyeux. Ça énerve le Miz. Et donc du coup, Daniel Bryan se tourne vers l'entrée et fait arriver Macho Mando et Axel Mania. Alors, oui, bon, moi je vais jamais dire non à Macho Mando et Axel Mania. Moi j'aime beaucoup, donc ça me pose pas de problème. Donc ils arrivent sur scène, puis ils bottent le cul du Miz. Et c'est tout, ça s'arrête là en fait. La musique se termine, l'interview se termine sur la musique de Hulk Hogan, pour Axel Mania quoi.
Et donc en soi, bah, ce que je trouve un peu dommage là-dedans, c'est que l'interview de Daniel Bryan, je m'attendais à avoir quelque chose d'un peu plus cool, de plus fourni, avec plus d'informations, et en fait, on n'a rien appris de nouveau. On sait que Daniel Bryan est toujours blessé et qu'il sera de retour, ça c'est sûr, il sera de retour, mais on sait toujours pas. Mais ça, on le savait déjà, et c'est la seule chose que Daniel Bryan nous a dit pendant la soirée, et ça a plus servi à mettre Axel Mania et Macho Mando sur le devant de la scène en kick-off pour sauver un peu les meubles, je pense, par rapport à la merde de Zack Ryder contre Stardust qu'on avait eu juste avant. Non, le point rigolo, c'était aussi de ramener Macho Mando face aux Miz, quoi. Donc, parce qu'ils sont, voilà, anciens partenaires tag team et ils sont séparés. Enfin, pour une histoire que vous connaissez aussi bien que moi. Donc voilà, c'était voilà le seul truc, voilà, j'ai bien trouvé ça bien dommage de gâcher un petit peu et de vendre l'interview de Daniel Bryan comme ça, finalement avec rien du tout en fait, il n'y avait pas grand chose. Et donc le kick-off, il s'est pas arrêté là, il y avait encore une petite explication. Et ça, alors, Rousseff n'a pas été là, il pouvait pas être à Elimination Chamber. Merde! Merde! Ça me fait chier parce que je voyais grand comme une maison la rivalité entre John Ziggler et Rousseff. Et en fait, Rousseff a affronté Ryback à SmackDown jeudi dernier avant Elimination Chamber. Et Rousseff s'est vraiment retrouvé avec un pied fracturé. Alors je sais pas si c'est du kayfabe ou si ça fait ou si c'est vraiment la réalité. Euh, je pense que c'est vrai. Je vais expliquer pourquoi quand j'arriverai sur le match Elimination Chamber. Donc du coup, moi, ça me fait un peu chier parce que voilà, donc ça flingue l'intérêt que j'avais pour ce match-là. Bon, j'avais quand même envie de voir Dolph Ziggler en action et d'autres catcheurs, mais c'est vrai que c'était un bon plus et je trouvais ça dommage de devoir qu'on ait à se passer de ça et donc j'étais un petit peu déçu. Après ça, on a une interview de Dean Ambrose. Et Roman Reigns est arrivé pour dire qu'il sera dans le coin de Dean Ambrose pendant le match. Et je me suis dit, je sais pas pourquoi, ça sent le heel turn de Roman Reigns. Je voyais bien une connerie comme ça. Un truc du style, il va se retourner contre lui. Parce que Roman Reigns, voilà, depuis. Il a fait son match à. Il a fait son match à Payback et puis bah il a rien fait depuis, on l'a juste vu en backstage et support, enfin on l'a vu aussi filer la patte à Dean Ambrose, mais c'est tout. Après ça, on a eu la cage qui est descendue sur le ring. JBL est monté dans la cage pour nous faire une visite guidée de voilà des 2 kilomètres de chaîne et de l'acier, du plexiglas pour les enfin voilà des règles un petit peu le tour. Et donc une fois qu'il a terminé ça, le show a démarré pour de bon. Alors, je crois qu'on a décidé d'arrêter les arènes différentes. Ça coûtait peut-être trop d'argent parce que ça fait 3 ou 4 pay-per-view de suite qu'on a une arène très semblable à celle qu'on a à Raw. Alors, je pense que pour Money in the Bank et SummerSlam, ce sera un peu plus élaboré. Mais là, pour l'instant, on n'a rien eu. Donc, on a commencé avec le match Elimination Chamber pour le titre Tag Team. Je récupère juste mes notes vite fait. Le match a duré 23 minutes et je vais revenir un petit peu plus en détail dessus. C'est The Ascension et les Lucha Dragons qui ont commencé sur le ring. Donc on avait Primetime Players, Tyson Kidd et Cesaro, les Los Matadores avec El Torito au-dessus de leur cage et The New Day donc, qui étaient donc, dans leur petite cellule. Le début du match a été dirigé majoritairement par les Lucha Dragons. Là, Kalisto, il a même eu un moment où il s'est fait, il était sur le sommet de la cellule et il s'est fait attraper la jambe par les gars de The New Day. Il est resté un bon moment là-haut. Sin Cara, il nous a sorti une espèce de Swanton Bomb du haut d'une cellule sur Victor. Cesaro et Tyson Kidd sont arrivés. Los Matadores très rapidement sont arrivés juste après. Kalisto, lui, il a fait Spider-Man, il a grimpé sur la cage, sur la partie, le plafond. Il a sauté du plafond sur 3 ou 4 bonhommes. Et puis, il y a les gens se sont mis à chanter This is the Song et j'étais tout à fait d'accord avec eux. El Torito nous sort exactement la même chose. Il tombe sur The Ascension, mais The Ascension le rattrape.
Ils l'éclatent contre, contre Fernando ou Diego, un des deux Los Matadores. Ils font un Fall of Man et puis paf, Los Matadores éliminés. Ils ont fait pratiquement que dalle dans ce match-là. Je vais faire un petit tour vite fait sur la page d'Elimination Chamber parce que du coup, c'est toutes les 4 minutes que les catcheurs rentraient. Et donc vu que Los Matadores ils sont rentrés en deuxième, ils sont rentrés au bout de 8 minutes de match et ils ont été éliminés à 10 minutes de match. Donc ils ont fait 2 minutes de match seulement. C'est un petit peu dommage mais en même temps moi je m'en branle parce que c'était pas une équipe qui m'intéresse plus et que je ne vois pas avec les titres, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Je pense que voilà, va falloir que ça... Faut une équipe vraiment, vraiment bien populaire et c'est pas Los Matadores qui fera ça. Après quoi, on a eu du coup bon, mes notes. Oui, parce que je suis obligé de prendre mes notes parce que sinon je vais pas m'y retrouver. The Ascension qui donc juste après avoir éliminé Los Matadores, ils éliminent les Lucha Dragons super rapidement. En cinquième, il y a les Primetime Players qui arrivent. Ils éliminent Ascension en 30 secondes. Du coup, décrédibilisation totale de The Ascension. C'est-à-dire que ils ont fait un bon petit début de match. Ils ont eu leur moment de faiblesse pour se reposer, je pense. Et puis après, ils sont revenus dedans. Ils ont éliminé 2 équipes en 2 minutes. Et Primetime Players arrivent et ils les balayent en 30 secondes. Alors c'est cool pour les Primetime Players parce qu'ils ont fait un bon petit match quand même. Mais du coup, The Ascension, je les voyais enfin revenir à leur niveau. On a vu des mouvements super sympas. Enfin, c'était... Et du coup, décrédibilisation totale, ils sont éliminés au bout de 30 secondes. Donc c'était un petit peu chiant. Cesaro, pardon. Cesaro m'a impressionné parce il a réussi à poser un dropkick. Vous savez, le dropkick, c'est quand un mec saute et qu'il envoie les 2 pieds dans la face d'un catcheur qui est en face de lui en l'air. Le mec finit à l'horizontale, il met un coup de pied, enfin bref. Il a réussi à envoyer un dropkick sur Darren Young qui était assis sur la 3ème corde. Ça fait à peu près 2 mètres de haut. Il a réussi, le mec, avec sa propre puissance, à avoir une détente sèche d'aller taper un mec à 2 mètres de hauteur. J'étais estomaqué. Et en 6ème zone qui sont rentrés, ils sont rentrés à 3. Les 4 catcheurs qui restaient en face, donc les Primetime Players, Tyson Kidd et Cesaro, ils ont fait une souplesse à 4 contre 3 sur The New Day. D'ailleurs c'était marrant parce que Kofi Kingston il avait oublié qu'il y avait ça qui était prévu dans le match. Du coup on le voit qu'il se barre ailleurs. Les autres lui disent viens. Et puis lui ah pardon j'arrive. Il était un petit peu perdu Kofi Kingston pendant ce match là. Du coup Tyson Kidd et Cesaro ils ont eu la bonne idée d'enfermer Xavier Woods dans une des cellules. Cesaro swing. Et là il y a les Primetime Players qui arrivent, roll up sur Cesaro et ça élimine l'équipe directement. Ah oui, le détail, donc du coup c'est ça que j'ai oublié de préciser, mais du coup vous l'avez compris en écoutant ce que je viens de dire. Quand un catcheur se fait tomber ou abandonne, il élimine son équipe en entière. Il élimine pas juste lui, il élimine toute son équipe. Et ça c'est dommage par contre, je viens d'y penser. Ça aurait été plus rigolo d'éliminer le mec un par un, ça aurait pu être sympa. Donc du coup je trouvais que c'était une grosse connerie que les Primetime Players éliminent Cesaro et Tyson Kidd parce que c'était Tyson Kidd et Cesaro c'était l'équipe la plus face à ce moment là, la plus soutenue. Et les Primetime Players c'était la 2ème équipe la plus soutenue. Et du coup en faisant ça ça a un petit peu foutu un blanc quoi. J'ai trouvé que c'était un dommage. Du coup les 2 équipes qui restaient elles étaient chiantes à regarder. Et au final ça l'a fait. Donc je suis revenu sur mon point de vue. Titus et Darren Young ils ont fait un bon petit truc. Ils ont bien construit leur bordel. Il y a une bonne fin de match. Mais bon, pour un Elimination Chamber, on aurait pu avoir encore mieux. Mais voilà, si jamais l'année prochaine il doit y avoir à nouveau un match tag team en Elimination Chamber, moi je suis pour parce que c'était une belle découverte. Donc Titus O'Neil et Darren Young se sont fait éliminer en dernier. Donc c'est The New Day qui conserve les titres. C'est pas que ça m'enchante, mais c'est comme ça. Mais voilà, pour en revenir sur le match de manière plus globale que je regarde, donc il a duré 23 minutes le match, j'ai mis 3,5 et je pense qu'avec un peu plus de travail ça peut mériter un 4, voire un 4,5 parce qu'il y avait vraiment, voilà, tous ces catcheurs rassemblés devraient pouvoir s'entendre sur de la créativité, sur faire quelque chose de vraiment énorme pour un match qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui en l'occurrence c'était l'inauguration de ce genre de match là quoi. Et donc moi j'en redemande si jamais l'année prochaine on a à nouveau un match en cage pour le titre par équipe, vraiment je suis preneur tout de suite sans problème.
Encore plus si on a les Lucha Dragons et les mecs comme Ascension et comme Cesaro et Tyson Kidd. Voilà, avec les Usos, ça pourrait être sympa aussi, hein. Je sais que je reviens encore sur les Usos. Surtout qu'ils sont un peu partis, mais voilà. Donc c'était une belle surprise, mais vraiment, si jamais ça se refait, je suis client. Après ça, on a eu le match à 3 divas pour le titre des divas. Enfin, bordel de merde! Pas un match de divas trop tard dans le show, c'est une très bonne chose, comme ça, on est débarrassé, merci, au revoir. Surtout que le match était nul. Il a duré 6 minutes, donc c'était un match à 3 entre Nikki Bella, Paige et Naomi. Et je vois pas arriver Brie Bella ni Tamina. Alors du coup, je me demande pourquoi. Et en fait, elles étaient tout simplement bannies du ringside. C'est une grosse connerie, sachant que pour une fois que les catcheuses pouvaient montrer un petit peu de créativité et qu'un match à 3 n'a pas de disqualification, ça aurait été le moment de faire intervenir les catcheuses extérieures et tout ça, enfin faire un petit bordel, tu vois, pour rendre le match intéressant. Et bah du coup ça a été flingué, c'était débile. Euh, et donc voilà, ça m'a un petit peu déçu déjà dès le départ avant que le match commence. Euh, D'ailleurs, petite question, vous allez voir les photos récentes de Nikki Bella, j'ai l'impression qu'elle a perdu des boobs, je sais pas si elle s'est fait retirer ses implants, mais là moins les robots qui remontent là jusqu'ici. Donc voilà, c'est petite, voilà, je fais toujours attention à ce genre de détails là. Euh, le souci qu'on a eu, et c'était pas qu'à ce match-là, on a entendu les divas parler entre elles pendant le match, parce que vous savez comment ça fonctionne, quand on a un match, s'il y a un catcheur qui dirige un petit peu plus le match que l'autre suivant les moments du match. Et en fait, donc là, on avait, je crois que c'était Nikki et Naomi qui étaient en train de s'empoigner. Et en fait, quand les moments où elles sont l'une contre l'autre en train de genre de s'étrangler ou de se faire une prise, un étranglement, une comme ça, c'est ce moment-là qu'elles se décident et qu'elles se communiquent les prises qu'elles vont s'envoyer dans les prochaines secondes. Et ça, on l'a vachement entendu et je trouvais ça dommage que ce soit si indiscret. Parce que c'est censé être un des secrets du catch. Et puis ça va apparaître dans Botchamania dans les prochains jours. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Euh, voilà, j'ai fini de parler des petits détails auxquels j'ai prêté attention. Je vais pas parler du match en tout parce que je l'ai trouvé bordélique. Et ça a plus rassemblé, si vous voulez, les défauts des divas que leur capacité in-ring et que leur qualité. C'était une stipulation qui était du coup très mal exploitée. C'était vraiment l'opportunité pour elles de montrer ce qu'elles étaient capables de faire sur le ring et qui plus est à plusieurs. Elles ont complètement chié dans la colle et j'ai trouvé ça très dommage parce que voilà, la division diva aujourd'hui elle est représentée par ces trois catcheuses là. C'est Paige, c'est Nikki Bella la championne et puis c'est Naomi aussi qui voilà, c'est les trois principales pour l'instant, c'est celle-ci. Et bah ça l'a pas fait. Même Paige qui a un niveau assez incroyable, il n'y a pas eu grand chose de nouveau quoi. Ça a pas fait chauffer le public. Naomi, elle a fait des bien meilleurs matchs. Nikki Bella, même si elle progresse beaucoup, ça c'est pareil, elle a pas, elle a pas vraiment montré des choses nouvelles, ce qu'elle savait faire, et j'ai trouvé ça bien dommage. Et je reviendrai plus tard d'ailleurs, je pensais faire une vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, une vidéo sur la division diva, parce que c'est vrai que je crache quand même pas mal sur toutes les divas. Je les défends en même temps, mais je pense qu'il y a un petit point à faire et donc du coup, moi j'ai envie d'en discuter un peu plus en détail de cette division diva, des catcheuses qui restent pour l'instant. Et donc si jamais ça vous intéresse, dites-moi si ça vous intéresse, et puis comme ça je ferai peut-être une vidéo. Bref, pour en revenir sur ce match de diva, il a duré 6 minutes, c'est trop peu, c'est dommage, on aurait pu leur donner un peu plus de temps, surtout qu'il n'y avait que 6 matchs pendant le show. 2 sur 5 et pas plus parce que c'était pas super intéressant, c'était pas super bien exploité et je m'attendais avec un match à stipulation quelque chose de plus fourni et de plus travaillé. Après, on a eu le match de la soirée, mais vraiment, vraiment le match de la soirée, John Cena contre Kevin Owens. Le match, il a duré 20 minutes. C'était un match sans enjeu, sans stipulation et c'était génial. Franchement, j'étais content d'avoir pu voir ça en direct,
de voir la réaction des gens, c'était vraiment priceless. C'était génial. Déjà, les catcheurs sont rentrés. J'ai trouvé, première réaction, je trouve que c'est une vraie chance pour Kevin Owens. Même s'il fait du catch depuis plus longtemps que Cena, c'est vraiment une chance pour lui de pouvoir faire son début dans le roster principal, déjà en pay-per-view et pas en pré-show. Hein, vraiment en pay-per-view, dans le milieu du show. Et face à John Cena, quoi, quand même. C'est que, quand on y pense, enfin, je veux dire, c'est son premier match dans le roster principal, hein, parce que ça fait un bout de temps qu'il est à la NXT. Mais là, voilà. La promo, on l'a bien vendue, et tant mieux, parce que je trouvais que c'était ce qui manquait pour l'Elimination Chamber. Et là, on a eu une promo super, même si, voilà, en l'espace de 2 semaines, ça s'est bien foutu en place. Et Kevin Owens fait ça super bien. Bah pareil, même petit détail, on a entendu Cena et Kevin Owens discuter entre eux des prises qu'ils allaient se faire pendant qu'ils s'empoignaient. On a eu une grosse domination de Kevin Owens pendant pratiquement tout le match, mais surtout là je vais faire le match dans sa chronologie. Cena qui commence à faire son comeback, et puis là hop, dans le moment Kevin Owens qui sort sa prise de finition, le pop-up powerbomb, c'est-à-dire qu'il soulève Cena puis après il l'éclate par terre en powerbomb. Premier kick-out de John Cena, donc il sort du tombé. Après ça, moonsault, donc c'est-à-dire un salto arrière de la troisième corde de Kevin Owens exécuté à la perfection. Donc il a été raté parce que John Cena est sorti de sous le Kevin Owens. Attitude adjustment, kick out. Alors kick out c'est quand le catcher, je vais dire kick out c'est plus rapide. Kick out c'est quand le catcher se sort du tombé. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, Kevin Owens, il tente même un 5 knuckle shuffle en se moquant de John Cena avec le You Can See Me. C'est contraint en STF. Kevin Owens s'en sort. Attitude adjustment de Kevin Owens. Et Cena se sort du tombé. Et là, à partir de là, le match prend des proportions absolument énormissimes. Et là, on n'est qu'à la moitié du match. C'est ça le plus incroyable. Et John Cena nous sort tout son arsenal de prises. Enfin, tout son arsenal. Le plus connu, quoi. Donc, le leg drop de la troisième corde. Son springboard stunner qu'il a sorti depuis WrestleMania. D'un moment, John Cena part sur le coin, il embarque Kevin Owens avec lui pour faire une superplex, une souplesse de la troisième corde. Et c'est Kevin Owens qui contre en faisant une espèce de souplesse par devant, enfin un bordel. Mais putain, mais c'était génial quoi. Et donc voilà, mais après ça, donc John Cena se sort du tombé. Kevin Owens remonte sur la troisième corde pour faire un swanton bomb, donc un salto avant et atterrir sur le dos et sur le catcher. Et John Cena s'en ressort. Et une deuxième pop-up powerbomb. Et là, 1, 2, 3, le match s'est terminé comme ça. Alors, franchement, on a tout eu. Et je vais traîner un petit peu sur ce match-là. Kevin Owens a dominé 90% du match. Et il a été énorme. Il a été vraiment énorme. Il a été propre. Il a été ultra créatif. Il nous a montré un set move, mais immense. Il a fait, je sais pas s'il a fait toutes ses prises, mais il en a fait un sacré paquet. Il nous a montré tout ce qu'il savait faire ce soir-là. J'ai été estomaqué plus d'une fois, vraiment sur le cul. Et voilà. Alors, il y en a qui peuvent trouver ça un petit peu abusé, l'ultra domination de Kevin Owens. Moi, je le vois d'un autre œil. Je pense que c'est John Cena qui a aussi, parce qu'il a sa fierté quand même, John Cena, même s'il a 37 ans. Il a presque 15 ans de métier lui aussi. Je pense qu'il a voulu laisser à Kevin Owens l'opportunité de se montrer et de se dévoiler, et c'est une excellente chose. Et je trouve que John Cena était très altruiste sur ce match-là, de laisser justement Kevin Owens montrer ce qu'il savait faire. John Cena, il n'a pas servi à grand chose dans ce match-là, hein. Il n'a pas vraiment. Les seules fois où il est revenu, c'était pour porter le 5 knuckle shuffle, le leg drop, des prises, des prises de spécial à lui-même, quoi. Pas de coup de la corde à linge ou n'importe quoi. Donc le match s'est terminé donc comme ça, mais vraiment énorme, un des meilleurs matchs de l'année. Moi j'ai mis 4,5 sur 5 et je le maintiens parce que voilà, je trouve que tout était parfait. Le fait que Cena ait laissé Kevin Owens prendre le devant sur le match et montrer ce qu'il savait faire, Kevin Owens a fait ça à la perfection. Il va tout de suite rentrer dans mes catcheurs favoris s'il continue à ce niveau-là. Et
si jamais vous avez la possibilité de vous mater ce match-là, allez-y tout de suite, coupez cette vidéo et allez voir Kevin Owens contre John Cena. Parce que ça valait vraiment le coup. Oups, pardon, je viens de couper, taper sur la table. Et à la fin du match, Kevin Owens a même pris le micro en disant à tout le monde qu'il l'avait dit, qu'il battrait John Cena et qu'il lui a même conseillé de laisser tomber. Et donc voilà, je vais arrêter là-dessus parce que sinon je vais continuer à déblatérer pendant 20 minutes. Mais voilà, très très gros match, c'était vraiment énorme et je vous conseille d'aller le revoir. Je vais essayer de trouver un lien pour que vous puissiez le regarder. Si jamais, allez jeter un oeil dans la description, si jamais je vous ai trouvé un lien, je le laisse dedans et il n'y a pas de souci. Après, on a eu Bo Dallas contre Neville. Alors, le souci, dès le départ, je me suis un petit peu mordu les doigts quand même pour Bo Dallas et Adrian Neville parce que c'est pareil, eux ils sont bourrés de talent, ils sont arrivés dans le roster principal il n'y a pas très longtemps, enfin surtout Neville quoi. Et mais passer après Kevin Owens contre John Cena, c'est pas du boulot qu'il y a, c'est une montagne à gravir qu'il y a. C'était très 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 difficile pour eux de pouvoir faire un match avec un certain impact après un match aussi énorme que celui de Cena et de Kevin Owens. Donc j'avais un peu peur et c'est ce qui s'est passé. Donc bref, pour revenir sur le match, Bo Dallas est arrivé sur le ring en disant avec le micro que Neville était comme un oiseau qui avait blessé à l'aile, mais qu'aujourd'hui c'était trop tard pour demander de l'aide. Ils veulent le forcer à croire, à boliver. Oui, Bolive. Putain, il m'énerve avec ça. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est difficile de faire un impact après le match de Cena, de Owens. Même si le match était bon, le catch était propre, mais le public s'en foutait un peu. Ils étaient tous encore sur le cul du match de Cena et de Owens. Et voilà, c'est dommage pour les deux catcheurs parce qu'ils se connaissent très très bien. Ils ont fait des années, des mois à la NXT. Mais voilà, même si le match pouvait être divertissant, c'était difficile de passer après. Et donc c'est là où ça a été un petit peu malhabile de la part des bookers de la WWE de mettre le match de John Cena et de Kevin Owens. Ils l'ont mis genre un coup trop tôt. S'ils avaient inversé Bo Dallas et Adrian Neville, ça aurait été juste parfait. Donc voilà, mais voilà. Faire un super match, c'était complètement mission impossible. Donc du coup j'ai mis 3 sur 5, mais c'est pas forcément une note très exhaustive parce que voilà, moi j'ai été victime de ça aussi. C'est vrai qu'une fois que le match de Owens était terminé, je m'attendais pas à voir mieux pour le reste du show. C'est un peu le risque, et donc c'est le truc que j'ai trouvé dommage et donc malhabile de la part de la WWE. Après ça, juste avant le deuxième match Elimination Chamber, on a eu un petit segment backstage entre Dean Ambrose et Roman Reigns et Triple H qui arrive pour dire que Roman Reigns ne pourra pas être dans le coin du ring parce que s'il intervient de quelconque manière dans le match, Dean Ambrose sera disqualifié. Et donc du coup le match sera accordé à Rollins. Donc le match pour le titre intercontinental, donc je vais revenir sur le truc. C'était le seul truc qui me faisait chier, c'était que Rusev ne puisse pas être dans l'Elimination Chamber. Donc du coup j'ai appris en même temps que tous les gens dans le public quel catcheur allait remplacer Rusev, et Mark Henry. Oui, bonne idée, pourquoi pas. C'était le moment de faire le retour à une superstar, donc très bonne idée, bien sûr. Non mais vraiment, c'est sincère, hein, je dis pas ça pour déconner, hein, c'était pourquoi pas. Pourquoi pas. D'ailleurs, il a perdu du poids, j'ai l'impression, Mark Henry. Il a des jambes beaucoup moins larges, bref, voilà. Les autres catcheurs sont rentrés et c'est Dolph Ziggler et King Barrett qui ont commencé sur le ring. C'est R-Truth qui est rentré en troisième. Il s'est fait casser la gueule par King Barrett dès que la cage a ouvert. Dolph Ziggler s'est fait projeter par King Barrett contre la cage de Mark Henry. Ça a cassé la cage, enfin la cellule. Et donc du coup Mark Henry est rentré dans le match fatalement. 20 secondes avant le décompte, ce qui fait que Ryback est entré genre 20 secondes après Mark Henry. Et donc Sheamus en sixième. Donc c'est R-Truth qui élimine King Barrett après une espèce de collaboration. Il y a un super kick de Ziggler, un shell shock de Ryback et puis un light detector de R-Truth. Et donc voilà. Non, c'est pas un shell shock, c'est un snake eyes que Ryback a fait. Sheamus donc qui galère. Ah oui, c'est ça.
Sheamus qui galère à sortir de sa cage, la porte était coincée. Donc du coup ça continue entre les autres catcheurs sur le ring. Shell Shock sur R-Truth qui se fait éliminer donc par Ryback. Sheamus qui au bout d'un moment, tout malinois qu'il est, il avait mis sa petite croix en fer qu'il a autour du cou quand il rentre sur le ring. Il l'avait mis dans le loquet pour bloquer la porte et rentrer une fois que tout le monde était bien mort par terre. Du coup il rentre, il envoie des brogue kicks un petit peu partout. Sur Mark Henry il l'élimine. On a une grosse séquence entre Dolph Ziggler et Sheamus. Et puis d'un seul coup, brogue kick de Sheamus sur Dolph Ziggler, 1, 2, 3 et Dolph Ziggler éliminé. Grosse déception. Je l'ai vu venir de nulle part celle-ci. Je voyais tellement Dolph Ziggler gagner. J'étais. Pourquoi? Non! 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 Enfin, non! Pas possible! Non! Je me suis calmé, j'ai essayé de me dire que ça allait le faire, mais j'avais un peu peur quand même parce que déjà que le public était pas très bien réveillé. De base, hein, ils étaient pas. On a eu des publics vraiment meilleurs, hein, parce que là, le public de Corpus Christi était vraiment mort. Hein, sans déconner, ce soir-là, c'était pas la joie. Donc du coup, c'était déjà le public pas très chaud et il restait Sheamus et Ryback et j'avais un peu peur que ça devienne un raplapla. Finalement, White Noise de Sheamus sur Ryback sur l'acier. Shell Shock de Ryback. Et puis c'est à ce moment-là que Ryback fait le tomber sur Sheamus. 1, 2, 3. Victoire de Ryback. Champion intercontinental. Alors une victoire totalement inattendue. Mais au final, les gens ont apprécié. Dire que j'ai pas apprécié, ce serait vous mentir. Donc voilà, moi pour le show, je trouvais ça cool. Daniel Bryan est même monté sur le ring, donc on remontait la cage. Daniel Bryan est monté sur le ring pour remettre le titre intercontinental à Ryback et le féliciter. Ryback a même pris le micro en disant que Daniel Bryan n'était pas qu'une inspiration pour le public, il était aussi une inspiration pour lui-même. Et donc les mecs se sont serrés la main et sont sortis du ring. Alors, il y a à débattre sur la raison du titre intercontinental à Ryback parce que moi je ne m'y attendais mais alors vraiment pas du tout. C'était peut-être la personne que je voyais le moins avec le titre intercontinental ce soir-là. Parce que alors est-ce que au départ c'était Ziggler qui devait l'avoir et Rusev qui devait venir, voilà, il devait peut-être avoir une rivalité entre Rusev et Ryback, entre Rusev et Dolph Ziggler par rapport à Lana et au titre intercontinental. Et du coup, ils ont changé de plan. La possibilité, moi j'y vois bien comme ça aussi, la possibilité aussi le plan de rechange qu'on a, c'est que si on a donné le titre à Ryback, c'est peut-être aussi pour le faire partir contre Rusev. Parce qu'au final, c'est contre Rusev que Rusev s'est blessé. Donc, pareil, ça va peut-être se regrouper comme ça. Il y a plein de questions qui se posent sur les prochains plans par rapport à Rusev. Parce que c'est vrai que ça gravite un petit peu autour de lui. Enfin, moi, c'est l'opinion que j'ai de ce genre de ce truc-là. Mais voilà. Moi, je suis content quand même pour Ryback. Je trouve que c'est une récompense pour toutes les années de travail qu'il a derrière lui. Ryback. Il a commencé avec Tough Enough en 2000, je crois que c'était en 2002, je crois. La première fois qu'il est arrivé, c'était en 2002 au catch. Même époque que le Miz en fait. Et puis après, il a refait la NXT la première saison en même temps que Daniel Bryan. Il a été blessé au pied pendant des mois et des mois. Et aujourd'hui, enfin, bon, il est âgé. Hein, de Ryback, il a 35 ans, je crois. Donc c'est au moins une récompense. Enfin un premier titre pour lui à la WWE. Donc je vais pas dire que c'est mérité pour le travail accompli durant toutes ces années et je suis content pour lui mais voilà après j'ai encore plein de questions et j'attends les réponses à Raw ce soir et voilà un match pas si énorme que ça au final hein, moins cool moins divertissant que le tag team l'Elimination Chamber pour le titre tag team. Moins brutal, un peu plus lent et un peu moins divertissant. Et j'ai mis que 3,5 sur 5. Et donc voilà, j'attends vraiment le reste. Mais je trouvais que la stipulation n'était pas assez bien exploitée. On a eu 2-3 projections dans les cordes et dans les chaînes. Mais on a vu bien pire que ça. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir comment la WWE nous vend la violence de l'Elimination Chamber et
le fait que ça raccourcisse les carrières, et bah c'est pas l'impression que ça nous a donné en tout cas pendant le show. Michael Cole et Jerry Lawler et JBL nous ont annoncé une grande nouvelle, c'est-à-dire que John Cena et Kevin Owens se réaffrontent au prochain pay-per-view, à savoir Money in the Bank, la semaine, donc dans 2 semaines. Donc là c'est pareil, hein, donc maintenant que j'y pense, je pense pas que je ferai de vidéo de prédiction de lendemain de show, de lendemain de Raw, donc demain soir. Je ferai juste une vidéo de prédiction lundi prochain pour pour Money in the Bank. On va très vite avoir les participants. D'ailleurs, en parlant de ça, donc déjà on a un match qui va être prévu entre John Cena et Kevin Owens, un rematch. Là j'ai hâte par contre de voir c'est la construction autour de ça. Et là, je vous ai mis, on a annoncé aussi les 6 premiers participants pour le match Money in the Bank. Donc on a Dolph Ziggler, Neville, Roman Reigns, Randy Orton, Kofi Kingston et Sheamus. Et je ne débattrai pas de ce match tout de suite. J'attendrai vraiment le moment des prédictions pour parler de ça. Je vais terminer avec l'Elimination Chamber parce que j'en suis à bientôt 40 minutes de vidéo. Du coup, ça s'est terminé avec Dean Ambrose contre Seth Rollins. Le match a duré 23 minutes et on n'a pas du tout de Roman Reigns qui est arrivé. On a eu des chants You Sold Out et en fait, à partir de là, j'ai plus pris de notes parce que c'était 4h30. Le jour commençait à se lever ici. J'étais vraiment capoute. J'étais HS et je me suis dit je vais essayer de me concentrer sur le match et de retenir un maximum de choses plutôt que de regarder, écrire et de faire ça tout le temps. Et donc là ce que j'ai écrit sur ce match-là sur mes notes, c'est ce que j'ai réécrit ce midi en me levant. Donc j'ai trouvé que le match était bien travaillé par les deux hommes. Niveau du lead, c'était vraiment 50-50. Les catcheurs sont en majorité restés sur le ring, d'ailleurs comme un peu pendant tout le show d'ailleurs. Pas de quoi faire des bons pendant tout le match, sauf pour la fin. Alors la fin, je vais vous expliquer. Donc voilà, on a eu un petit peu de tout. Hein. Vraiment, les catcheurs, ils ont fait le tour du ring, ils ont fait le tour de leur arsenal de prix. C'était un match complet, très propre. Mais j'ai mis la note de 4 sur 5, mais elle est pas très valable, on va dire, parce que j'ai pas regardé le show avec les deux yeux bien ouverts. Enfin, le dernier match, donc je me ferai peut-être une opinion plus tard en re-regardant le match. Avec un œil plus avisé. La fin du match, donc l'arbitre se fait mettre KO de manière totalement inhabituelle, enfin totalement imprévue. Enfin, c'est pas fait exprès de la part de Seth Rollins, je crois. Du coup, l'arbitre est complètement KO sur le ring. Le match continue et normalement Dean Ambrose sort son Dirty Deeds et là Dirty Deeds sur Seth Rollins, il fait le tomber, il n'y a pas d'arbitre, il y a un deuxième arbitre qui se pointe et là paf, 1, 2, 3, Dean Ambrose champion WWE poids lourd. Méga surprise, franchement je m'y attendais pas, j'étais sur le cul, j'étais couché comme une vieille merde là, comme ça, 1, 2, 3, what the fuck. Et du coup, je me suis dit, je regarde mon téléphone et il est 4h51. Le show se finit à 5h pile en temps normal. Hein. Donc là, je me suis dit, c'est pas fini, le match va être redémarré. Et bah, pas loupé, les deux arbitres se sont relevés et ils ont discuté entre eux. Et l'arbitre qui s'était fait mettre KO change la décision et décide d'accorder la victoire est accordée à Dean Ambrose, mais par disqualification. Ce qui signifie on a l'avantage du champion et donc du coup Seth Rollins conserve son titre WWE poids lourd. Dean Ambrose refuse de rendre le titre bien sûr et du coup avec JJ Security et Kane il grimpe sur le ring pour essayer de le lui enlever et c'est là que Roman Reigns arrive acclamé comme pas possible par le public et du coup donc il y a une grosse bagarre. Et au final, Dean Ambrose se barre avec Roman Reigns et le titre WWE poids lourd à travers le public. Il se barre en remontant dans l'arène et c'est comme ça que le show se termine. De ce que je me rappelle de ce match-là, on a eu de la technique, de la rapidité, de la créativité. On a même eu Seth Rollins, on a ressorti le pedigree de Triple H. Il a même sorti son fameux cork 450 splash. Et enfin voilà.
Mais vraiment, je préfère pas vous donner plus d'infos sur ce match-là. Je vous conseille d'aller le revoir parce que j'ai pas de ce que j'ai vu, j'ai pas de mauvais souvenirs. Moi, je vais aller me le remater parce que il mérite un avis plus construit et un meilleur avis que celui que je viens de vous donner, quoi. Et donc voilà, ce que je peux déjà penser, c'est qu'on va avoir un rematch à Money in the Bank entre les deux bonhommes. Et puis avec une stipulation, enfin, et puis voilà. Eh ben, j'en ai terminé avec les résultats d'Elimination Chamber. Désolé encore pour la longueur. Au moment où je regarde, là, on doit être vers 42 minutes de vidéo. C'était un peu plus long que d'habitude, mais j'ai pris vraiment beaucoup de notes parce que les matchs Elimination Chamber, j'aime bien voir un peu plus en détail et noter ce qui se passe. Parce que c'est vrai, c'est difficile d'essayer de me rappeler de tout. Et j'ai pas envie de vous donner les infos dans le désordre du match. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous souhaiter de tout ce qu'on peut vous souhaiter. Moi, je vais regarder le show de Raw ce soir. Je l'attends avec grande impatience. Il n'y aura pas de vidéo spéciale Raw parce que Money in the Bank c'est dans 2 semaines. Donc du coup, il y aura une vidéo de prédiction qui sortira mardi prochain, normalement mardi soir ou mercredi matin, suivant le moment où je l'enregistre et je la monte. Et puis voilà, donc je m'occupe de ma review de WrestleMania aussi et je vais tâcher de la finir. Il faut que j'arrête de promettre et il faut que je la fasse, bordel de merde. Je vais vous laisser avec ma chanson du moment. C'est un morceau des Red Hot Chili Peppers, c'est Scar Tissue. Je vous souhaite une bonne soirée, profitez bien, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la chaîne, à aller voir toutes les autres chaînes Facebook, YouTube que je laisse dans la description en dessous là. Et bonne soirée, c'était Sam de Bonnetman en direct depuis son balcon. Je vous dis à tout bientôt et à plus les amis et à tout plus et bonne bourre et puis ciao. Push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lick your heart in case you're here. 'Cause with the birds that shed, it's a lonely view. And with the birds that shed, it's a lonely view. And with the birds that shed, it's a lonely view. 10 tonnes d'acier, c'est de la merde. 2, 3. 10 tonnes d'acier. 2 miles de chaîne. Putain, mais je vais y arriver. 2 miles de chaîne. Putain!